Tu ne seras jamais la moitié de la femme qu'est ma vraie mère, a crié mon beau-fils. J'ai juste souri. Bien. Alors laisse ton père tout gérer. J'ai fait ma part. Mon mari est devenu blême. Au moment où les mots de mon beau-fils ont quitté sa bouche, tout le jardin est devenu silencieux. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Le rire de quelqu'un s'est interrompu comme un disque rayé. Le visage de mon mari s'est vidé de sa couleur si vite que j'ai cru qu'il allait vraiment s'évanouir dans la salade de pommes de terre. 23 ans. Et Dylan se tenait là, devant 40 invités, la main de sa fiancée figée dans la sienne, et a prononcé la seule phrase qu'il gardait en réserve depuis 12 ans. Il voulait me blesser. Il voulait que tout le monde voie le coup porté. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je me préparais à ce moment précis depuis plus longtemps qu'il n'était fiancé. Je m'appelle Heather King et j'ai 45 ans. Je veux vous raconter ce qui s'est passé à ce barbecue et tout ce qui a suivi, car je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaîtront dans cette histoire. Des femmes qui ont tout donné à une famille qui n'était pas la leur à l'origine et qui n'ont rien reçu en retour que le silence. Ce samedi-là était censé être une célébration. Dylan avait demandé Emily en mariage en avril, et Steven voulait leur organiser une fête de fiançailles, le genre avec des guirlandes lumineuses dans les arbres et une arche louée couverte de fleurs blanches. J'y ai passé 2 jours entiers. J'ai commandé la poitrine de bœuf chez le bon boucher de l'autre côté de la ville, celui qui coûte 2 fois plus cher mais ne déçoit jamais. J'ai pris le gâteau au citron préféré d'Emily à la pâtisserie de la 5e rue, parce qu'elle avait mentionné une fois des mois plus tôt qu'elle adorait tout ce qui était au citron, et je m'en suis souvenu. J'ai repassé les nappes moi-même au lieu de les envoyer au pressing parce que je voulais que tout ait l'air naturel, comme une vraie réunion de famille devrait l'être. Steven n'arrêtait pas de me dire de me détendre, que je n'avais pas à en faire autant, mais nous savions tous les deux que ce n'était pas vraiment vrai. Si je ne le faisais pas, ce n'était pas fait. C'était vrai depuis 12 ans. Steven et moi nous sommes rencontrés 3 ans après le décès de sa première femme, Diane, d'un cancer de l'ovaire. Dylan avait alors 11 ans, silencieux et observateur, encore en deuil d'une manière que les enfants ont et que les adultes prennent souvent pour de la timidité. Je n'ai jamais essayé d'être sa mère. Je veux être très clair à ce sujet car c'est important pour tout ce qui s'est passé plus tard. Je ne lui ai jamais demandé de m'appeler maman. Je n'ai jamais essayé de remplacer une femme que je n'avais jamais rencontrée, mais que j'avais appris à respecter profondément à travers les photographies qui étaient encore accrochées dans notre couloir. J'ai simplement essayé d'être stable, d'être présente, de m'assurer qu'il avait de l'argent pour le déjeuner, des uniformes propres et quelqu'un dans le public à ses matchs de basket. Ce que Dylan ne savait pas, ce que presque personne dans ce jardin ne savait, c'est à quel point j'étais allé plus loin que simplement être présente. À la fête, Steven se tenait au bout de la longue table avec un verre de cidre pétillant à la main, parce que Dylan ne boit pas, et a porté un toast sur la famille. Il a parlé de sa fierté, du chemin parcouru par Dylan, de son amour de le voir construire une vie avec Emily. C'était un bon toast. Steven a toujours été doué avec les mots quand les enjeux semblent faibles. Il a remercié nos amis d'être venus. Les parents d'Emily d'avoir élevé une fille aussi merveilleuse. Et puis, presque après coup, il a dit « Et bien sûr Heather pour avoir organisé tout cela aujourd'hui ». C'était tout. 12 ans condensés en 6 mots ajoutés à la fin d'un toast sur quelqu'un d'autre. Je n'ai rien dit. J'ai appris à ne pas le faire. Mais Dylan, qui avait bu 2 bières et était porté par l'attention de ses propres fiançailles, a apparemment décidé que cette mention désinvolte était l'ouverture parfaite. Ouais, eh bien, dit-il assez fort pour que tout le jardin se tourne vers lui. N'allons pas prétendre que Heather a jamais vraiment fait partie de cette famille comme maman l'a été. Il a ri, mais ce n'était pas un vrai rire. Il avait un côté tranchant, quelque chose qui s'était aiguisé pendant des années. Sans vouloir t'offenser, Heather, mais tu ne seras jamais la moitié de la femme qu'était ma vraie mère. J'ai senti la main d'Emily se resserrer sur son bras. J'ai vu Rachel, la sœur aînée de Diane, assise à 2 sièges de moi, ne pas avoir l'air surprise du tout. J'ai vu la bouche de Steven s'ouvrir puis se refermer, comme elle le faisait toujours chaque fois que Dylan avait besoin d'être corrigé. Et Steven avait besoin d'un courage qu'il n'avait pas. 12 ans de frais de scolarité payés, d'assurance payée, de factures médicales payées, de tout payé. Et c'est ce qu'on me devait en retour. Un rappel public que je ne serai jamais à la hauteur d'un fantôme. J'ai posé ma serviette. Je n'ai pas pleuré et je n'ai pas élevé la voix parce que j'avais passé beaucoup de temps à apprendre que ni l'un ni l'autre ne changeait jamais rien dans cette famille.
J'ai regardé Dylan, puis Steven, et j'ai dit la seule chose qui semblait vraie à ce moment-là. Bien. Alors laisse ton père tout gérer à partir de maintenant. J'ai fait ma part. Je ne pense pas que quiconque d'autre dans ce jardin ait compris ce que je voulais dire. Pour eux, cela ressemblait probablement à une femme blessée faisant une sortie dramatique, le genre de choses que vous dites, puis regrettez le lendemain matin. Mais Steven a compris. J'ai vu quelque chose s'effondrer derrière ses yeux, une sorte de terreur spécifique, car il savait exactement ce que tout signifiait. Il savait ce que j'avais tranquillement porté seul pendant plus d'une décennie, et il a su à cet instant que je le déposais enfin. J'ai pris mon sac à main au dos de ma chaise, j'ai dit un au revoir poli aux parents d'Emily et je me suis dirigé vers ma voiture pendant que la fête essayait de se remettre derrière moi, quelqu'un murmurant, quelqu'un riant trop fort pour couvrir le silence. Je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé directement au bureau de Margaret Collins, mon avocate et conseillère financière depuis 15 ans, car certaines décisions ne peuvent pas attendre le matin, et celle-ci en était une. Le bureau de Margaret était déjà fermé pour le week-end, mais elle m'avait donné une clé il y a des années, lorsque nous avions commencé à structurer mon héritage, et elle me disait toujours la même chose. Heather, certaines conversations ne peuvent pas attendre les heures de bureau. Je suis entré, j'ai allumé la lampe de son bureau au lieu des plafonniers, et je me suis assise en face de la chaise que j'occupais habituellement en tant que cliente. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de vraiment penser à tout ce que j'avais construit et à tout ce que j'avais enterré au cours des 12 dernières années. Je dois expliquer quelque chose avant d'aller plus loin, car je pense qu'il est facile d'entendre j'ai payé pour des choses et d'imaginer un geste dramatique, un grand sacrifice fait une fois avec fanfare. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé était plus silencieux que cela. Et d'une certaine manière, le silence est pire. Il s'infiltre dans vos os au lieu de laisser une cicatrice que vous pouvez montrer. Quand Steven et moi nous sommes mariés, c'était un homme bon dans une position difficile. Il travaillait dans l'assurance commerciale, un revenu stable mais sans éclat, et il remboursait encore des dettes médicales de la maladie de Diane. Je suis entré dans le mariage avec quelque chose qu'il n'avait pas, un héritage modeste mais bien géré de mes parents, investi de manière conservatrice depuis mes 20 ans, plus une carrière de consultante qui payait bien et demandait peu de mon temps. Je ne l'ai jamais étalé. Je n'ai jamais, en 12 ans, prononcé les mots « je gagne plus que toi » à voix haute, car j'ai compris très tôt que la fierté de Steven était une chose fragile, surtout en ce qui concernait Dylan. La première fois que je suis intervenu discrètement, c'était en première année de lycée de Dylan. Il avait été admis dans une académie privée avec un solide programme scientifique, le genre d'école qui pouvait véritablement changer la trajectoire de la vie d'un enfant. Mais les frais de scolarité s'élevaient à près de $18 000 par an, et Steven ne les avait tout simplement pas. Je me souviens de lui, assis à notre table de cuisine avec la lettre d'acceptation, faisant des calculs sur un bloc-notes. Sa mâchoire était serrée de cette manière particulière qu'elle prenait quand il sentait qu'il échouait en tant que père. Je ne lui ai pas demandé s'il voulait mon aide. Je lui ai juste dit que je m'en occuperais et que nous n'avions pas besoin de compliquer les choses. Il a eu l'air si soulagé et si honteux à la fois que je n'en ai plus jamais parlé. Pas une seule fois en 4 ans, Dylan n'a demandé comment ses frais de scolarité étaient couverts. Il croyait simplement que son père avait trouvé un moyen, parce que c'est ce que font les pères. C'est devenu le modèle. Quand Dylan a eu 16 ans et a eu besoin de sa propre assurance auto, je l'ai payé et j'ai dit à Steven de lui dire que c'était une réduction familiale grâce au travail de Steven. Quand Dylan a eu besoin d'une chirurgie dentaire d'urgence, en 2e année d'université, 4 dents de sagesse incluses et infectées, près de $3 000 que l'assurance ne couvrait pas. J'ai transféré l'argent le même après-midi et j'ai laissé Steven être celui qui appelle pour lui dire que c'était réglé. Quand son ordinateur portable est mort 2 semaines avant les examens finaux, j'en ai commandé un nouveau pour une livraison le lendemain. Quand il a obtenu son diplôme avec près de $11 000 de dettes de carte de crédit dont il n'avait jamais parlé à son père, des dettes de billets de concert, de plats à emporter et d'un voyage de vacances de printemps qu'il ne pouvait pas réellement se permettre. Je les ai remboursés discrètement via un compte que Margaret m'avait aidé à créer, quelque chose que Steven et moi appelions entre nous seulement le fond. Il y en avait plus. Lorsque la petite entreprise secondaire de Steven, une société d'inspection de maisons qu'il avait tenté de lancer 4 ans après notre mariage, s'est effondrée à cause d'un prêt refusé, j'ai couvert le déficit pour que cela n'affecte pas notre crédit. Lorsque la maison a eu besoin d'un refinancement après une période difficile sur le marché, c'est moi qui ai discrètement restructuré les choses avec Margaret,
pour que Steven n'ait jamais à savoir à quel point nous étions passés près de vrais problèmes. Chaque fois, Steven me prenait la main, me remerciait, parfois les larmes aux yeux, et disait la même chose. Je lui dirai un jour. Il mérite de savoir ce que tu as fait pour cette famille. Ce jour n'est jamais venu. Assise dans le bureau de Margaret cette nuit-là, je me suis enfin permis de poser la question que j'avais évitée pendant des années. Pourquoi n'était-il pas venu? Steven n'était pas un homme cruel. Il n'était pas manipulateur de manière calculée. Je pense, si je suis honnête et juste envers lui, qu'il avait simplement peur. Peur que si Dylan connaissait la vérité, il cesserait de voir son père comme le pourvoyeur, le protecteur, l'homme qui avait maintenu leur petite famille brisée ensemble après la mort de Diane. Steven avait besoin d'être cet homme aux yeux de son fils plus qu'il n'avait besoin d'être honnête avec lui. Et quelque part en chemin, sans jamais le dire directement, il a laissé son fils construire toute une identité autour du ressentiment envers moi. Au lieu de cela, croyant que j'étais simplement la seconde femme de papa. Quelqu'un qui s'était marié dans l'argent et le confort plutôt que quelqu'un qui l'avait discrètement fourni. J'ai pensé à Rachel aussi. La sœur de Diane qui ne manquait jamais une occasion lors des dîners de famille de mentionner à quel point Steven avait travaillé jusqu'à l'os pour ce garçon. Elle ne mentait pas. Exactement. Steven avait travaillé dur. Il n'avait simplement pas travaillé seul. Et Rachel, qu'elle ait connu la vérité ou non, avait passé des années à renforcer une histoire où je n'existais pas en tant que plus qu'une femme qui était arrivée après que les vrais sacrifices aient déjà été faits. Je suis restée assise là longtemps avant de finalement parler à Margaret, qui était entrée quand elle a vu ma voiture dehors, et s'est laissée entrer sans poser de questions, comme le font les bons amis. Je veux restructurer le fonds, lui ai-je dit. Avec effet immédiat. Elle n'a pas demandé si j'étais sûr. Elle m'avait regardé construire le fonds discrètement pendant plus d'une décennie. Elle comprenait exactement ce que je voulais dire. J'ai signé un seul document cette nuit-là, une simple instruction, vraiment rien de dramatique sur le papier. Chaque virement automatique lié à Dylan, aux anciennes dettes de Steven, au filet de sécurité du refinancement de la maison. Tout cela prendrait fin dans 14 jours. Je suis rentré chez moi après minuit. Steven était encore éveillé, assis à la table de la cuisine dans le noir, m'attendant. Il n'a pas demandé où j'avais été. Je pense que quelque part sous la peur sur son visage, il le savait déjà. Pendant la première semaine, rien ne s'est passé. C'est l'étrangeté des systèmes automatiques, de l'architecture silencieuse que j'avais construite en 12 ans. Il ne s'effondre pas d'un coup. Il tombe en panne par étapes, petites et séparées, de sorte que personne ne remarque le schéma jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour l'expliquer par de la malchance. Steven et moi n'avons pas parlé de ce que j'avais fait. Nous avons traversé cette semaine avec précaution, poliment, comme deux personnes partageant une maison plutôt qu'un mariage. Il préparait le café le matin et laissait le mien sur le comptoir comme il l'avait toujours fait. Je préparais toujours son déjeuner, par habitude plus que par affection si je suis honnête. Aucun de nous n'a mentionné la fête. Aucun de nous n'a mentionné le bureau de Margaret. Je pense que Steven espérait, de cette manière silencieuse dont les gens espèrent quand ils ont trop peur de demander directement, que je me calmerais simplement et que les choses reviendraient à la normale. Elles ne sont pas revenues. Le 9e jour, Dylan a appelé son père en panique. Son gestionnaire de prêt étudiant avait signalé un paiement manqué. Le virement automatique qui couvrait habituellement l'écart entre son salaire de débutant et son obligation mensuelle réelle s'était simplement arrêté. Steven lui a dit que c'était probablement une erreur de la banque, un pépin, rien d'inquiétant, et je l'ai entendu le dire depuis la pièce voisine avec un calme que je savais qu'il ne ressentait pas. Il a raccroché et est resté très immobile à la table pendant un long moment avant de transférer discrètement $200 de notre compte courant commun, celui qui contenait notre revenu partagé réel, pas le fonds. $200 n'allait pas suffire. Loin de là. Le 11e jour, l'assurance auto de Dylan a expiré. Il l'a découvert à la dure, arrêté pour un feu arrière cassé, lorsque l'agent l'a informé que sa couverture avait expiré 3 jours plus tôt. Il a de nouveau appelé Steven, plus secoué cette fois, et Steven a promis de s'en occuper, ce qui signifiait se démener pour trouver $400 qu'il n'avait vraiment pas sous la main. Je l'ai regardé encaisser discrètement une partie d'une vieille obligation d'épargne cette semaine-là. Je n'ai rien dit. Je n'essayais pas de le punir, pas vraiment. Je lui permettais simplement, pour la première fois en plus d'une décennie, de sentir le poids réel de ce qu'il m'avait laissé porter. À la 2e semaine,
c'est Emily qui a commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Et Emily, contrairement à Dylan, était le genre de personne qui faisait attention. Elle et Dylan avaient emménagé ensemble l'année précédente dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Et elle enseignait en 3e année dans une école primaire non loin de chez nous. Elle était attentionnée d'une manière que j'avais toujours appréciée, plus silencieuse que Dylan, plus observatrice. Elle a remarqué que Dylan avait commencé à rentrer des appels avec son père l'air pâle et évasif. Elle a remarqué que Steven, normalement chaleureux et bavard lors des dîners de famille, était devenu tendu et irritable. Le genre de stress qui se voit dans les épaules d'une personne avant même d'atteindre ses mots. Lorsque le remboursement de l'assurance maladie de Dylan pour une visite de routine chez le médecin n'a pas été traité, un autre petit fil que j'avais discrètement tenu pendant des années, sans qu'aucun d'eux ne le sache, et Emily lui a demandé directement ce qui se passait. « Je ne sais pas », a admis Dylan. « Papa dit que c'est une sorte de désordre comptable. Il s'en occupe. » « Il s'en occupe comment ?» Dylan n'avait pas de réponse. Steven, pendant ce temps, se noyait. « Je veux être juste ici parce que je pense qu'il serait facile de le faire passer pour négligent ou cruel. » Et il n'était ni l'un ni l'autre. C'était un homme qui découvrait d'un seul coup le coût réel de tout ce qu'il s'était permis de ne pas penser pendant 12 ans. Il a commencé à prendre des quarts de travail supplémentaires. Il a discrètement demandé à un collègue un prêt personnel. Il a dit à Dylan, lorsque le paiement sur la valeur nette immobilière est arrivé et qu'il n'y avait pas assez pour le couvrir, qu'il y avait eu un retard d'investissement, une phrase si vague que j'ai failli rire en l'entendant le dire au téléphone. Car je savais exactement combien de réflexions avaient été consacrées à éviter la vérité. Ce qui m'a le plus frappé dans cette étrange période de semaine silencieuse, c'est à quel point Steven ne voulait toujours pas prononcer mon nom. Il n'a jamais dit à Dylan, Heather a toujours couvert ça. Il n'a jamais dit, ta belle-mère paie tes factures depuis que tu as 14 ans. Même maintenant, même en regardant la vie de son fils commencer à vaciller sous une pression financière qu'elle n'avait jamais eu à affronter auparavant. Steven choisissait la confusion plutôt que l'honnêteté. Il choisissait l'erreur de la banque plutôt que ta belle-mère a finalement arrêté. Je n'ai pas appelé Dylan pendant tout ce temps. Je n'ai pas non plus appelé Emily directement, bien que j'ai remarqué qu'elle avait commencé à m'envoyer plus de textos que d'habitude. De petites questions ordinaires au début, sur une recette, sur l'endroit où j'avais eu les nappes pour la fête. De petits fils de conversation qui donnaient l'impression, même alors, qu'elle essayait discrètement de garder une porte ouverte entre nous. J'ai répondu chaleureusement parce que je n'avais aucun problème avec Emily. Elle ne m'avait pas dit un mot cruel en 2 ans que je la connaissais. Elle était simplement prise, sans s'en rendre compte encore, au milieu de quelque chose de bien plus grand qu'une dispute sur des nappes. C'est Emily, en fait, qui a trouvé le premier vrai fil. Elle avait commencé à aider Steven avec la paperasse un soir, essayant de comprendre le désordre comptable qu'il ne cessait de mentionner vaguement, parcourant de vieux relevés bancaires étalés sur la table de la cuisine pour voir si elle pouvait aider à identifier ce qui avait changé. Elle m'a dit plus tard que Steven était sorti pour prendre un appel, et en son absence, elle avait remarqué quelque chose d'étrange dans un vieux dossier de documents financiers qu'il gardait à des fins fiscales. Une description de paiement sur un virement récurrent datant d'années, quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas, caché entre les registres hypothécaires et les relevés d'assurance, comme s'il avait toujours appartenu là, incontesté, invisible. 3 mots sur une ligne, apparaissant encore et encore à travers des années de relevés. HK Family Holdings. Elle ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais elle l'a noté. Emily n'a pas interrogé Steven sur HK Family Holdings tout de suite. Elle m'a dit plus tard que quelque chose en elle lui avait simplement dit de se taire à ce sujet d'abord, de regarder de plus près avant de dire quoi que ce soit à voix haute. Je pense que cet instinct en dit long sur son caractère. Elle ne cherchait pas à déclencher une dispute. Elle cherchait la vérité, et elle a compris d'une manière ou d'une autre que la vérité pourrait ne pas être ce à quoi aucun d'eux s'attendait. Elle a commencé un dimanche après-midi, pendant que Dylan était à son travail, assise seule à leur petite table de cuisine avec son ordinateur portable et une pile croissante de relevés imprimés qu'elle avait discrètement rassemblés du dossier chez Steven. Ceux qu'il avait laissés après leur session de paperasse. Elle a commencé par les registres hypothécaires, en recoupant les dates, puis les documents d'assurance, puis les anciennes déclarations de revenus datant d'années, le genre que la plupart des gens classent et ne regardent plus jamais. Elle a aussi trouvé de vieux courriels. Une boîte de réception que Steven nettoyait rarement, remontant à près d'une décennie. Ce qu'elle a trouvé n'avait pas l'air dramatique en surface.
Un virement bancaire par-ci. Un chèque annulé par-là. Un dépôt mensuel récurrent sur un compte qu'elle ne reconnaissait pas, arrivant toujours 2 ou 3 jours avant qu'une autre facture ne soit due. Individuellement, rien de tout cela ne semblait étrange. Les familles déplacent de l'argent, mais Émilie est enseignante, et les enseignants sont formés, qu'ils s'en rendent compte ou non, à remarquer des schémas que d'autres personnes manquent. Elle a commencé à disposer les documents chronologiquement sur la table et, lentement, une forme a commencé à émerger. Chaque urgence financière majeure dans la famille King au cours des 10 dernières années, chacune d'entre elles, remontait à la même source. Les frais de scolarité de l'école privée de Dylan, payés en totalité chaque semestre pendant 4 ans, remontaient à HK Family Holdings. La réduction familiale de l'assurance auto, également HK Family Holdings. La chirurgie dentaire d'urgence, l'ordinateur portable de remplacement avant les examens, la dette de carte de crédit qui a disparu discrètement l'été après l'obtention du diplôme de Dylan. Tout cela, les mêmes 3 initiales apparaissant encore et encore, comme une signature que personne n'avait jamais pensé à interroger. Même l'entreprise d'inspection de maisons ratée de Steven, celle qu'il mentionnait encore occasionnellement avec une note d'embarras discret, avait été sauvée de l'effondrement total par un transfert substantiel de ce même compte. Même le refinancement de la maison 2 ans plus tôt, que Steven avait toujours présenté comme un simple ajustement de routine avec la banque, avait été discrètement restructuré grâce à des fonds qui n'étaient jamais venus de leur salaire. Émilie est restée assise dans sa chaise pendant un long moment après avoir terminé. Elle m'a dit, juste à regarder les papiers étalés devant elle. Elle a dit que c'était moins comme résoudre un mystère et plus comme regarder une photographie se développer lentement, le contour de quelque chose qu'elle aurait dû voir depuis le début se précisant enfin. H.K. Heather King. Elle n'a rien dit à Dylan cette nuit-là. Au lieu de cela, elle est allée voir Steven directement l'après-midi suivant, pendant que Dylan était encore au travail. J'imagine que cette conversation n'a été facile pour aucun d'eux. Elle m'a dit plus tard qu'elle avait simplement posé le dossier sur sa table de cuisine et lui avait demandé clairement, « Est-ce que Heather a payé pour tout ça ?» Tout ça. Steven, de son propre aveu, ne m'a répondu qu'après, ne répondit pas tout de suite. Il a regardé le dossier pendant un long moment, les années de la vie de son fils étalées en virements bancaires et en chèques annulés, et quelque chose en lui a semblé s'effondrer. Mais même alors, même face aux preuves en noir et blanc, il ne pouvait pas tout à fait prononcer les mots à voix haute. Il a marmonné quelque chose sur le fait que les finances familiales étaient compliquées, sur le fait que Heather et moi avons toujours partagé les choses, ce qui n'était pas un mensonge, exactement, mais n'était pas non plus la vérité. Émilie a quitté cette conversation plus certaine que jamais, et plus troublée, car un homme qui n'a rien à cacher ne trébuche pas sur un simple oui. Elle a ensuite appelé Rachel, principalement par confusion, espérant obtenir une histoire familiale qui pourrait donner un sens aux choses. C'était une erreur, cependant, une erreur compréhensible. Rachel ne m'avait jamais aimé, pas depuis le tout début. Et je pense qu'une partie d'elle en voulait à Steven d'avoir retrouvé le bonheur après Diane, lui en voulait d'une manière qu'elle n'avait jamais pleinement examinée ou admise, même à elle-même. Heather a toujours eu besoin de tout contrôler, a dit Rachel à Emily, sa voix tranchante avec la certitude particulière de quelqu'un qui répète une histoire qu'elle s'est racontée tant de fois qu'elle est devenue un fait. Elle aime que les gens aient besoin d'elle. Ça lui donne l'impression d'être importante. Ne la laisse pas te faire croire qu'elle est une sorte de sainte. Emily ne l'a pas cru. Elle me l'a dit elle-même des semaines plus tard, assise en face de moi avec plus d'honnêteté que je n'en attendais de quelqu'un d'aussi jeune dans sa relation avec notre famille. Elle a dit que quelque chose dans l'explication ne collait pas. Qu'une femme qui voulait le contrôle n'aurait pas passé 12 ans à s'assurer que personne ne sache que son nom était attaché à tout cela. Les personnes qui cherchent le contrôle veulent du crédit. Je n'en avais demandé aucun. Au lieu d'accepter la version de Rachel, Emily a fait quelque chose que j'en suis venu à respecter profondément chez elle. Elle m'a contacté directement et m'a demandé si nous pouvions parler, juste nous deux, loin de Steven et Dylan et du bruit de la famille. Je me souviens avoir fixé son texto pendant un long moment avant de répondre, pesant ce que je lui devais, ce que je me devais, et ce que, après tout, je devais encore à cette famille que j'avais discrètement maintenue ensemble pendant plus d'une décennie, sans un seul mot de reconnaissance. Je lui ai dit oui. J'ai suggéré le jeudi soir chez moi, après que Steven soit parti pour sa ligue de bowling, le seul soir de la semaine où je pouvais compter être seul. Quand jeudi est arrivé, Emily est arrivée quelques minutes en avance, l'air nerveuse d'une manière qui la faisait paraître plus jeune que ses 22 ans.
J'ai fait du thé parce que c'est ce que je fais quand j'ai besoin que mes mains aient quelque chose de familier à tenir. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine, la même table où j'avais préparé les déjeuners de Dylan pendant des années, où j'avais une fois signé discrètement des chèques de frais de scolarité dont il n'a jamais su l'existence. Je ne l'ai pas fait demander 2 fois. J'ai attrapé sous la table, où j'avais déjà posé un épais dossier ce matin-là, un que j'avais passé la meilleure partie d'une semaine à assembler avec l'aide de Margaret, chaque reçu, chaque virement, chaque sacrifice silencieux des 12 dernières années, organisé et indéniable. Je l'ai posé sur la table entre nous. J'espérais que personne n'aurait jamais besoin de ça, lui ai-je dit. Émilie a fixé le dossier un instant avant de l'atteindre, de la manière dont on pourrait hésiter avant d'ouvrir une porte que l'on soupçonne déjà de mener à un endroit douloureux. Je ne l'ai pas pressé. Je suis resté assise tranquillement avec mon thé, la laissant le parcourir à son propre rythme, car je comprenais mieux que la plupart ce que cela fait d'absorber la vérité sur les gens que vous aimez d'un seul coup, au lieu des douces étapes que la vie permet habituellement. Le dossier était complet. Margaret m'avait aidé à l'organiser chronologiquement, en commençant par la première année de lycée de Dylan et en avançant à travers chaque dépense majeure des 12 dernières années. Des reçus de frais de scolarité avec ma signature, des confirmations de virements bancaires, la facture de l'hôpital pour sa chirurgie des dents de sagesse, détaillée jusqu'à l'anesthésie. Les documents du prêt commercial raté de Steven, y compris le billet à ordre entre le fonds et l'entreprise de Steven, un billet que j'avais, au fil des ans, simplement choisi de ne jamais encaisser. Les registres de l'impôt foncier de 2 périodes différentes où le seul revenu de Steven n'aurait pas suffi à les couvrir. Les dépôts de garantie pour le logement universitaire. La facture de l'ordinateur portable, 3 jours avant les examens de Dylan, avec encore les frais d'expédition express surlignés parce que je me souvenais à quel point je ne voulais pas qu'il manque cette échéance. Émilie est devenue silencieuse à mi-parcours. J'ai vu ses mains s'immobiliser sur les papiers, et quand elle a levé les yeux vers moi, ses yeux étaient humides. Il n'a jamais su, a-t-elle dit. Ce n'était pas vraiment une question. Rien de tout ça. Il pensait que son père. Son père voulait qu'il pense ça, ai-je dit doucement. J'ai aussi laissé faire ça pendant longtemps. Je ne suis pas irréprochable. Elle a secoué la tête lentement, retournant au dossier. Et je pouvais la voir faire ce que j'avais fait moi-même des mois plus tôt, seul dans le bureau de Margaret, recalculer toute une relation en temps réel, regarder chaque souvenir se réorganiser sous une nouvelle lumière. Je veux être honnête sur quelque chose ici, car je pense que c'est important. Je n'ai pas montré ce dossier à Émilie pour la retourner contre Steven ou pour gagner une sorte de dispute que j'avais avec cette famille dans ma tête depuis plus d'une décennie. Je le lui ai montré parce qu'elle a demandé directement et honnêtement, et parce que j'étais fatigué, épuisé d'être la seule personne dans cette maison à connaître la vérité. 12 ans, c'est long pour porter un secret qui n'est pas honteux, mais qu'il est pourtant interdit de dire. Il y avait plus que je ne lui avais pas encore dit, cependant, et je pense qu'un instinct m'a dit qu'elle avait besoin de l'entendre avant de quitter ma cuisine cette nuit-là. Il y a autre chose, ai-je dit. Quelque chose que je pense que tu devrais savoir, puisque tu es sur le point de faire partie de cette famille de manière permanente. Elle a attendu, et je me suis forcé à le dire clairement. Car j'avais passé trop d'années à enrober les dures vérités dans un langage doux pour le confort des autres. Chaque année, depuis au moins les 8 dernières, Steven m'a dit qu'il allait dire la vérité à Dylan. Que Dylan méritait de savoir d'où venait l'argent des frais de scolarité, l'assurance, les factures médicales, tout ça. Chaque année, il le pensait quand il le disait. Et chaque année, quand le moment venait, un anniversaire, une remise de diplôme, une fête, il trouvait une raison d'attendre un peu plus longtemps. J'ai fait une pause, choisissant mes prochains mots avec soin, non pas parce que je voulais épargner Steven, mais parce que je voulais être précise. Il me remerciait en privé à chaque fois. Il me prenait la main. Parfois, il pleurait et me disait à quel point il était reconnaissant, qu'il ne savait pas ce qu'il ferait sans moi. Et puis il allait se tenir à côté de son fils à n'importe quelle célébration que nous avions et laisser Dylan croire que son père avait construit cette famille seule. La mâchoire d'Émilie s'est crispée. Ce n'est pas un accident. Pas après 8 ans. Non, ai-je convenu doucement. Je ne pense plus que ça l'est non plus. Je lui ai dit que je croyais que la peur de Steven était réelle. Que je ne pensais pas qu'il était cruel. Pas de la manière dont certains hommes sont cruels, calculateurs et froids. Je croyais qu'il avait peur, vraiment peur que si Dylan connaissait la vérité, son fils cesserait de le voir comme un pourvoyeur, comme l'homme qui avait maintenu leur petite famille ensemble après la mort de Diane.
Je pense que, d'une manière compliquée, Steven avait plus besoin d'être cet homme aux yeux de Dylan que d'être honnête avec lui. Mais comprendre la peur d'un homme n'efface pas le coup de ce que cette peur a fait aux gens autour de lui, à moi. Et sans que ni l'un ni l'autre ne s'en rendent compte jusqu'à maintenant, à Dylan aussi, qui avait passé des années à en vouloir à une femme pour des choses qu'elle avait en fait payées et à admirer un père pour un sacrifice qui n'avait jamais vraiment été le sien. Je n'ai jamais voulu de gratitude, ai-je dit à Emily. Et je le pensais aussi simplement que je n'ai jamais rien pensé. Je veux être clair là-dessus, car je ne veux pas que tu quittes cette table en pensant que j'ai fait tout ça en espérant une parade un jour. Ce n'était pas le cas. Je l'ai fait parce que j'aimais cette famille, aussi désordonnée et compliquée qu'elle soit. Et parce qu'un garçon de 14 ans qui avait perdu sa mère n'avait pas besoin de perdre aussi son éducation, sa stabilité, sa chance à une vie normale à cause d'un argent que j'avais et que Steven n'avait pas. Je n'ai jamais voulu de carte de remerciement pour ça. Je l'ai regardé fixement. Je n'ai jamais voulu que l'honnêteté. C'est tout ce que j'ai demandé à Steven chaque année. Dis-lui simplement la vérité. Et chaque année, il a choisi le confort à la place. Emily est restée assise avec ça pendant un long moment, le dossier maintenant fermé sous ses mains jointes, et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. Pas de la colère, exactement, bien qu'il y en ait eu, mais quelque chose de plus proche de la clarté. Je pense qu'à ce moment-là, elle a finalement compris quelque chose que j'avais fini par comprendre moi-même quelques semaines plus tôt, seul dans un cabinet d'avocat à minuit. La vraie trahison dans cette famille n'avait jamais été la cruauté de Dylan à ce barbecue. Dylan avait 23 ans, gâté par les circonstances, mal informé par une décennie de silence. Il n'avait aucun moyen de se corriger de lui-même. On lui avait donné une fausse histoire et on lui avait demandé de la croire. Et il l'avait fait, parce que pourquoi ne ferait-il pas confiance à son propre père? Non. La vraie trahison, celle de 12 ans, appartenait entièrement à Steven. Emily est restée silencieuse un moment de plus avant de finalement reprendre la parole, sa voix prudente comme si elle testait le poids de la question avant de la laisser sortir à voix haute. Puis-je lui dire, à Dylan? Puis-je lui dire la vérité? J'y ai réfléchi un long moment, non pas parce que je doutais qu'il méritait de savoir, il le méritait. Il l'avait toujours mérité, mais parce que je comprenais, d'une manière qu'Emily ne comprenait peut-être pas encore, que la vérité livrée à quelqu'un qui n'est pas prêt à l'entendre peut faire autant de dégâts que le mensonge lui-même. Seulement s'il est enfin prêt à l'entendre, lui ai-je dit. Pas pour se défendre, pas pour argumenter, juste pour écouter. Emily a hoché la tête lentement, rangeant soigneusement le dossier dans son sac comme si c'était quelque chose de fragile, quelque chose qui méritait d'être manipulé avec plus de soin qu'on ne lui en avait jamais accordé. 3 semaines se sont écoulées avant la prochaine réunion de famille, un dîner de fiançailles formel que les parents d'Emily avaient proposé d'organiser chez eux, le genre d'événement avec des serviettes en tissu. Des places assignées et un photographe engagé pour 1 heure pour immortaliser les toasts. Les 2 familles étaient invitées. Steven et moi sommes arrivés ensemble, bien que nous ayons à peine échangé plus que de la logistique dans les jours qui ont précédé. Je ne savais toujours pas, en entrant par la porte d'entrée des parents d'Emily ce soir-là, si elle avait déjà dit à Dylan ce qu'elle avait appris ou si elle attendait un moment sur lequel aucun de nous ne s'était encore mis d'accord. Je l'ai découvert en même temps que tout le monde. Le dîner s'est bien déroulé au début. La mère d'Emily avait fait un travail magnifique avec la table, des bougies au centre, des cartons de placement en cursive soignés. Rachel était assise près du bout, assez près pour m'observer, mais pas assez pour parler directement, ce qui m'allait bien. Dylan avait l'air plus heureux que je ne l'avais vu depuis des semaines. Une partie de la panique financière antérieure semblait aplanie, bien que je soupçonne que Steven avait simplement trouvé de nouvelles façons de colmater les brèches plutôt qu'une véritable résolution. Steven, de son côté, semblait déterminé à reprendre le récit de la soirée. Quand le moment des toasts est venu, il s'est levé, a levé son verre et a commencé à parler avec la chaleur exercée d'un homme qui a donné ce discours particulier sous des formes légèrement différentes de nombreuses fois auparavant. Il a parlé de Dylan enfant, de Diane, de la fierté qu'elle aurait ce soir. Il a parlé de résilience, de la façon dont leur petite famille avait traversé tant d'épreuves ensemble et en était sortie plus forte. Et puis il a dit la phrase que j'avais entendue dans une version ou une autre à presque chaque événement familial depuis plus d'une décennie. Tout ce que notre famille a construit, nous l'avons construit ensemble. Je suis resté très immobile. Je n'ai pas regardé Steven. J'ai regardé mes mains jointes sur mes genoux, et je n'ai rien dit parce que j'avais déjà décidé des semaines plus tôt dans le bureau de Margaret que j'en avais fini d'être celle qui corrigeait les faits à voix haute.
J'avais fait ma part. J'avais montré la vérité à Émilie parce qu'elle l'avait demandé honnêtement. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas à moi de l'orchestrer. Émilie s'est levée. Elle l'a fait calmement, sans drame, comme elle fait la plupart des choses, et a demandé poliment à la salle si elle pouvait ajouter quelque chose à la soirée, puisque cela les concernait tous. Sa mère a eu l'air perplexe mais a hoché la tête, supposant peut-être un ajout sentimental au toast. Émilie s'est dirigée vers la petite table près de la fenêtre où elle avait installé son ordinateur portable plus tôt, sous prétexte de montrer des photos de fiançailles plus tard dans la soirée, et a tourné l'écran pour que la salle puisse le voir. Projeté plus grand sur le mur blanc à côté de la cheminée grâce à un petit projecteur portable que son père l'avait apparemment aidé à installer sans poser de questions. La première diapositive était simple, un seul mot, famille. La deuxième diapositive était une photographie d'un reçu de frais de scolarité de la première année de lycée de Dylan. La source de paiement était masquée, à l'exception de 3 lettres, HK. J'ai entendu Rachel bouger sur son siège. La troisième diapositive était le virement de l'assurance auto. La quatrième, la chirurgie dentaire. Émilie les a passés en revue régulièrement, sans commentaire au début, laissant les documents parler d'eux-mêmes, comme elle les avait laissés lui parler seul dans sa cuisine des semaines plus tôt. Des photos de virements bancaires. Une photo des documents de refinancement de la maison. Chacun atterrissant dans la pièce silencieuse comme une pierre jetée dans une eau calme. Les ondulations se propageant vers l'extérieur, atteignant chaque visage à cette table, un par un. L'expression de Dylan a changé lentement, pas d'un coup. Je l'ai vu passer de la confusion à quelque chose comme la reconnaissance, puis à une sorte d'immobilité que je n'avais jamais vue sur lui auparavant, même pas au barbecue. Il a regardé l'écran, puis son père, puis finalement moi. La dernière diapositive était simple. Un tableur, des cellules remplies chronologiquement sur 12 ans, chaque urgence, chaque paiement de frais de scolarité, chaque sauvetage discret, avec une seule colonne à la fin intitulée E-Source. Chaque ligne, jusqu'en bas, portait le même nom, Heather King. La pièce était silencieuse d'une manière que je n'ai jamais connue avant ou depuis. Pas le silence gêné du barbecue des mois plus tôt. Quelque chose de plus lourd, quelque chose qui ressemblait étrangement à un soulagement, perçant enfin un mur qui était resté debout bien trop longtemps. Rachel a essayé de parler la première, une défense réflexe se formant sur ses lèvres. Quelque chose sur le contexte, sur le fait de ne pas comprendre toute la situation. Mais Émilie, toujours debout près du projecteur, l'a interrompu, gentiment mais fermement. Alors pourquoi, a-t-elle demandé, regardant non pas Rachel, mais la table dans son ensemble, et Steven en particulier. Personne ne l'a jamais remercié? Pas une seule fois en 12 ans. Personne n'a répondu. La fourchette de Dylan reposait intacte sur son assiette. Le visage de Steven avait pris la même couleur pâle que ce jour-là au barbecue, sauf que cette fois, il n'y avait pas de toast derrière lequel se cacher, pas de bruit de foule pour adoucir le moment. Il a posé son verre lentement, et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, il a regardé directement son fils au lieu de détourner le regard. Parce que j'avais peur, a dit Steven, et sa voix s'est brisée d'une manière que je n'avais pas entendue depuis les funérailles de Diane, il y a toutes ces années. J'avais peur que si tu savais la vérité, si tu savais tout ce que ta belle-mère a fait et tout ce que je n'ai pas fait, tu cesserais de me voir comme ton père. Tu me verrais comme quelqu'un qui ne pouvait pas prendre soin de toi. Et je ne pouvais pas survivre à ça. Pas après ta mère. Pas après tout ce que nous avions déjà perdu. C'était, je pense, la chose la plus honnête que Steven ait dite dans cette famille en plus d'une décennie, et il a fallu une salle pleine de témoins et un tableur sur un projecteur emprunté pour y arriver. Dylan a repoussé sa chaise lentement et s'est levé. Et pendant un instant, je ne savais vraiment pas ce qu'il allait faire. Il n'était pas une personne impulsive, pas d'habitude, mais on lui avait jeté beaucoup de choses à la figure en l'espace de 10 minutes silencieuses. Et je me suis préparé à la colère, au même tranchant qu'il avait utilisé contre moi au barbecue. Au lieu de cela, il s'est dirigé vers moi. Il s'est arrêté devant ma chaise et pour la première fois en 12 ans que je le connaissais, Dylan King, 23 ans, fiancé, intelligent, et me voyant enfin clairement, n'a pas pu trouver un seul mot à dire. Plusieurs mois se sont écoulés après ce dîner avant que les choses ne s'installent dans quelque chose ressemblant à la paix. Et je veux être honnête sur cette période, car je pense qu'il serait malhonnête de prétendre que la révélation de la vérité a tout arrangé du jour au lendemain. Ce ne fut pas le cas. La vérité fonctionne rarement aussi vite. Ce qu'elle a fait,
c'est donner à chacun dans cette famille la chance de commencer enfin à raconter une histoire exacte, et à partir de là, de construire lentement quelque chose de réel par-dessus. Je n'ai jamais exigé d'excuses de qui que ce soit. Je veux être clair là-dessus, car je pense que les gens s'attendent parfois à ce qu'une femme dans ma position veuille un règlement de compte dramatique, des larmes, de grands gestes et tout le monde se précipitant pour faire amende honorable. Ce n'est jamais ce que je recherchais. J'ai simplement vécu ma vie comme je l'avais toujours fait. Silencieusement, régulièrement, en étant présente là où on avait besoin de moi et en me retirant là où on n'en avait pas. La différence maintenant, c'est que les gens autour de moi comprenaient enfin ce que être présente m'avait réellement coûté toutes ces années. Steven a commencé une thérapie environ 6 semaines après le dîner, de sa propre initiative, ce qui m'a surprise plus que je ne l'ai laissé paraître. Il n'avait jamais été un homme enclin à ce genre d'auto-examen, mais quelque chose au sujet de cette nuit chez les parents d'Emily avait ouvert en lui une brèche qui ne pouvait être refermée. Il est venu me voir un soir, s'est assis en face de moi à notre table de cuisine, la même table où j'avais autrefois signé des chèques de frais de scolarité en secret, et m'a dit qu'il comprenait maintenant que son silence n'avait pas protégé notre famille. Il s'était protégé lui-même, à mes dépens, pendant plus d'une décennie. Il ne m'a pas demandé de lui pardonner cette nuit-là. Il a simplement dit qu'il voulait gagner quelque chose de plus proche de la confiance, lentement, honnêtement, sans attendre de crédit pour faire enfin ce qui aurait dû être fait des années plus tôt. J'ai apprécié qu'il ne me presse pas vers le pardon. Certaines choses ont besoin de temps pour se tasser avant de pouvoir leur faire à nouveau confiance. Les changements de Dylan ont été plus discrets, mais à certains égards plus frappants. Moins d'un mois après ce dîner, il a vendu le camion qu'il avait financé l'année précédente, celui pour lequel Steven s'était discrètement porté garant sans me le dire, et a acheté quelque chose de modeste et de payé à la place. Il a pris un deuxième emploi le week-end, travaillant à la réception d'une salle de sport près de son appartement, et a commencé à faire ses propres paiements de prêt pour la première fois de sa vie d'adulte. Il n'en a jamais fait tout un spectacle. Il ne me l'a jamais mentionné directement. Comme s'il comprenait, à juste titre, que les grands gestes n'étaient pas ce que j'avais toujours voulu de lui. Ce qu'il a fait à la place, c'est être présent. Chaque samedi matin, sans faute, Dylan a commencé à passer à la maison. Pas pour de l'argent, pas pour quoi que ce soit vraiment, sauf un café et une conversation, assis en face de moi à la même table où il avait autrefois mangé des déjeuners que j'avais discrètement payés à son insu. Au début, nos conversations étaient prudentes, un peu guindées, nous deux trouvant nos marques dans une relation que nous construisions essentiellement à partir de 0, 12 ans après que nous aurions dû commencer à la construire honnêtement. Mais avec le temps, quelque chose d'authentique a grandi dans cet espace. Il me posait des questions sur ma propre vie, mon enfance, mes parents, des choses qu'il n'avait jamais pensé à demander en plus d'une décennie de vie sous le même toit que moi. Un samedi, quelques mois après le début de ce nouveau rythme, il a posé sa tasse de café et est resté silencieux un long moment avant de parler. « J'ai passé des années à te comparer à quelqu'un qui n'était même plus là, a-t-il dit. Ce n'était juste pour aucune de vous deux. Ni pour ma mère, ni pour toi. J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine, quelque chose que je tenais si serré depuis si longtemps que j'avais presque oublié que c'était là. Tu n'as jamais eu à choisir entre aimer ta mère et me respecter, lui ai-je dit. Ce n'ont jamais été les mêmes choses, Dylan. Elles n'ont jamais eu à être en compétition. Il a hoché la tête lentement, et je pouvais le voir l'absorber vraiment, peut-être pour la première fois. Des mois plus tard, au mariage de Dylan et Emily, par une chaude soirée dans un jardin qui n'était pas sans rappeler celui où tout cela avait commencé, Dylan s'est levé pour prononcer son discours. Je l'ai observé depuis mon siège près de l'avant, la main de Steven trouvant la mienne en cours de route, et je me suis préparé, par vieille habitude, à tout ce qu'il pourrait dire. Il a d'abord parlé d'Emily, de sa patience, de son honnêteté, de la façon dont elle lui avait appris plus sur l'intégrité en quelques mois qu'il n'en avait appris en des années. Et puis il s'est tourné et m'a regardé directement. Il y a quelqu'un d'autre que je dois remercier ce soir, a-t-il dit, sa voix stable d'une manière qui me disait qu'il avait répété cela, qu'il avait voulu bien faire les choses. J'ai pleuré silencieusement à cette table. Le genre de larmes qui n'ont pas besoin d'être cachées. Et Steven a pris ma main et l'a tenue pendant le reste du discours. Ses propres yeux humides. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai eu l'impression que les années de sacrifice silencieux avaient enfin été vues pour ce qu'elles étaient. Pas un fardeau que j'avais porté seul. Une fondation enfin reconnue sur laquelle cette famille se tenait depuis le début. Je pense parfois à ce barbecue, celui où tout a commencé,
où Dylan m'a dit que je ne serais jamais la moitié de la femme qu'était sa mère. Je n'en ressens plus de colère. Je comprends maintenant qu'il était un jeune homme portant une histoire qu'il n'avait pas écrite, croyant une version de sa famille qui lui avait été transmise en silence. Je n'ai pas besoin qu'il me compare à Diane. Et je ne l'ai jamais fait. J'ai seulement eu besoin d'honnêteté. L'amour, j'ai appris, n'a pas besoin de reconnaissance pour être réel. Mais le respect ne devrait jamais être optionnel. Pas dans n'importe quelle famille, pas pour n'importe quelle femme qui a discrètement maintenu tout le monde ensemble. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, je veux savoir où cette histoire vous trouve ce soir. Avez-vous déjà porté quelque chose de lourd pour une famille qui ne vous a jamais vraiment vu? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Je lis chacun d'entre eux. Nous partageons des histoires comme celle-ci tous les jours ici. Donc, si elle vous a ému, envisagez de vous abonner pour ne jamais manquer un moment comme celui-ci. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.